direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. Web Radio numéro 26. Aujourd'hui, il est question des assemblées de copropriétaires. L'ABC des assemblées de copropriétaires avec Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété, qui a développé une grande expertise dans ce domaine. La preuve, c'est qu'il a publié 2 ouvrages sur le sujet que l'on peut consulter chez l'éditeur Wilson et Lafleur. Ça, c'était le deuxième que vous voyez qui a été publié en 2018. Alors, c'était Guide de procédure et de fonctionnement des assemblées de copropriétaires, deuxième édition. Le même titre pour une première édition qui avait été publiée en 2008. Je l'ai ici visiblement, ce livre. Donc, et une troisième édition qui est en préparation. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir. Alors, comme je disais aux auditeurs, Maître Papineau a développé une grande expertise dans le domaine des assemblées de copropriétaires. Et je vous rappelle, avant que l'on commence, sur condolégal.com, vous allez sur la page d'accueil, dans la section syndicats, fiches pratiques, et vous allez descendre et cliquer sur les assemblées de copropriétaires qui comportent plusieurs sous-fiches. Alors, le type d'assemblée, pouvoir de l'assemblée, procuration pour l'assemblée et les autres. Alors, vous êtes invités à consulter cette fiche pratique. Également, à aller voir une vidéo qui traite du 50e anniversaire de la copropriété, du droit de la copropriété au Québec. C'est en 1969 que la première loi sur la copropriété a été adoptée et sanctionnée. Donc, vous allez, si vous cliquez sur cet élément, et vous pouvez visionner cette vidéo qui relate en 15 minutes les faits saillants, les faits marquants des 50 premières années de la copropriété au Québec. Alors, cela dit, cette émission est une présentation de Gaudreau Assurance, cabinet indépendant en assurance de dommages et services financiers depuis plus de 20 ans. 70 collaborateurs pour répondre à vos besoins d'assurance. Un des plus vastes choix d'assureurs au Québec, des solutions sur mesure et adaptées à chaque copropriété. C'est vraiment un courtier en assurance de dommages qui a développé une très grande expertise en copropriété. Alors, si vous faites affaire avec Gaudreau Assurance, vous y trouverez là des solutions adaptées à vos besoins. Alors, une expertise, comme je le disais, reconnue dans l'assurance des dossiers complexes, un processus de mise en marché transparent, un conseil personnalisé et un soutien en cas de réclamation. Alors, on sait que ça peut être très pratique d'avoir un courtier en assurance de dommages lors d'une réclamation qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, tout à fait. Alors donc, le sujet d'aujourd'hui, l'ABC des assemblées de copropriétaires avec Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Alors, un petit rappel avant de commencer, là. L'Assemblée des copropriétaires est un des 2 organes décisionnels d'une copropriété. Alors, l'autre organe décisionnel, c'est le conseil d'administration. Et l'autre, donc, la vie en copropriété suppose que les copropriétaires ou leurs représentants se réunissent au moins une fois par année pour discuter et voter d'importantes décisions. Alors, effectivement, il faut absolument se réunir au moins une fois par année. Des fois, c'est plus, mais au moins une fois par année. Alors, une assemblée de copropriétaires doit être l'occasion de représenter tout le monde. Alors, tout le monde devrait y aller, hein? Le taux d'absentéisme est très élevé lors d'une assemblée de copropriétaires, sauf que les choses sont appelées à changer grâce aux assemblées de copropriétaires virtuelles. Alors là, on parle d'une autre histoire, on est dans un autre monde et il semble, selon toute vraisemblance, selon ce que l'on constate, que les assemblées virtuelles attirent beaucoup plus de gens. Alors, on fait ça chez soi, on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à aller dans la salle, on n'a pas à se préparer pour y aller, à s'habiller nécessairement sur son 31, bref, peu importe. C'est tellement plus rapide. On est chez soi, on se branche, on se connecte et ça y est, on a accès à une assemblée de copropriétaires. Il en existe 4 types d'assemblées. Maître Papineau va nous en parler. Donc, comme je le disais, il a publié 12 ouvrages sur l'assemblée des copropriétaires, guide de procédure et de fonctionnement des assemblées de copropriétaires. Un troisième est en route, Maître Papineau. Il serait publié quand? Oh, Monsieur Tesselier, c'est un gros travail
Et nous avons débuté, Maître Gagnon et moi, mais on en a pour quelques mois encore. Maître Gagnon vient de mettre à jour son traité. Moi, j'ai sorti il y a un mois et demi, le manuel de gestion à jour. Alors, une fois ça fait, on s'est mis les deux à mettre à jour le guide des assemblées, mais calculer au moins 2 à 3 mois avant que ça. Et le temps de l'imprimeur et tout ça, alors ça sera probablement tôt au printemps 2021. Bon, voilà. Alors, je rappelle que cet ouvrage est coécrit par Maître Yves Papineau ainsi que la notaire émérite Christine Gagnon, j'avais oublié de le dire, donc c'est un travail, c'est un tandem, là, cette production, cette production livresque. Alors, Maître Papineau, les assemblées de copropriétaires, on le disait en début de Web Radio, c'est un des deux organes décisionnels avec le conseil d'administration. Alors, dans un premier temps, pourriez-vous nous rappeler les règles à suivre pour qu'une assemblée soit techniquement valide? Mais alors, premièrement, elle doit être convoquée conformément au Code civil du Québec. Alors, on doit envoyer un avis de convocation. L'avis de convocation doit être accompagné du bilan, de l'état des résultats, de fait des documents financiers. Il doit y avoir un budget prévisionnel qui est présenté pour consultation aux copropriétaires. Si on a des modifications ou à la déclaration ou des résolutions, ça doit être joint. Et on doit fournir les informations aux copropriétaires sur les contrats qui vont être donnés et tout ça. Alors, on doit annexer tous les documents d'intérêt pour le copropriétaire. Cet avis-là, pardon? Non, allez-y. Cet avis-là doit être envoyé au copropriétaire suivant le délai prévu à la déclaration de copropriété qui normalement sont entre 10 et 45 jours avant la tenue de l'assemblée. Et une fois ça fait, le copropriétaire qui reçoit ça, lui, peut, dans les 5 jours de la réception, faire rajouter des sujets à l'ordre du jour. Et le conseil va être obligé de réadresser à tous les copropriétaires un ordre du jour amendé. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser des questions à Maître Yves Papineau, toutes les questions qui vous passent par la tête concernant les assemblées de copropriétaires. Et nous ferons tirer 3 livres après la web radio. Nous allons choisir, parmi toutes vos questions qui sont très pertinentes, tout autant les unes que les autres, mais nous allons en choisir 3 qui ont été particulièrement pertinentes. Et ces 3 personnes se mériteront un exemplaire du second ouvrage, Guide de procédure et de fonctionnement des assemblées de copropriétaires, coécrit par Maître Yves Papineau et la notaire émérite Christine Gagnon. Maître Papineau, ça a l'air simple et tout bête là, de poser la question à savoir quelles sont les procédures de base pour qu'une assemblée de copropriétaires soit valide. Mais on voit ça régulièrement, j'imagine, des procédures comportant l'avis de convocation et le reste qui sont mal faites. Écoutez, il y a des syndicats qui mettent une annonce à côté des escaliers ou de la porte d'entrée ou à côté de la boîte aux lettres ou à côté de l'ascenseur et disent on a une réunion se tiendra dans le garage la semaine prochaine, apportez votre chaise. Et on n'a rien de plus là. Alors, c'est pas tout à fait la façon de procéder. Ouais. Alors, quelqu'un me dit d'ajuster mon micro. Je vais juste. Oui. OK. Alors, donc, ça, c'est une procédure à la bonne franquette qui n'a pas sa place. Mais quand ça se produit, ces choses-là, et que des copropriétaires s'en plaignent, disant que, bon, ben, écoutez, c'est pas la procédure. Qu'est-ce qu'un copropriétaire peut faire pour aviser les administrateurs que la procédure est mauvaise? Ben, effectivement, il doit aviser les administrateurs des dispositions du Code civil du Québec qui, généralement, les dispositions sont reprises dans la déclaration de copropriété. Alors, il n'y a pas de raison que les administrateurs ne sachent pas comment convoquer et qu'est-ce qui doit accompagner les avis de convocation.
parce qu'on en voit des copropriétés qui fonctionnent un peu à la bonne franquette, là, qui se disent, bah, nous, on est 8, 10, on va faire ça là, comme on le sent, là, comme on le pense que c'est bon de faire. C'est une erreur de commettre. Pourquoi c'est une erreur et quelles sont les conséquences de cette. Ben, Monsieur Sellier, la loi est la même que vous ayez une copropriété de 2 ou de 600. La loi est exactement la même. Il n'y a pas de différence dans la loi parce que vous êtes petit, moyen ou gros. Il n'y a pas de distinction sur les formats et sur le nombre. Alors, pourquoi c'est pas bon? Ben, premièrement, quand le conseil d'administration ne respecte pas les dispositions de la loi, le lendemain, c'est difficile de dire à un copropriétaire, toi, tu vas les respecter, puis tu vas respecter les règlements, puis tu ne stationneras pas les stationnements de visiteurs. Il faut donner l'exemple. Deuxièmement, une assemblée qui n'est pas convoquée correctement peut être annulée par le tribunal et on va être obligé de recommencer. Mais moi, je ne vois même pas d'intérêt ou de raison de mal convoquer une assemblée. Il n'y a rien de magique, puis il n'y a rien de très compliqué. On suit les normes, les règles, c'est facile. Dans le guide des assemblées, d'ailleurs, vous avez des modèles d'avis de convocation. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ça correctement. Oui, effectivement. Alors là, on me demande d'ajuster mon micro. Je vais demander aux gens si fait en sorte que c'est mieux. On me demande d'ajuster mon micro. Ça veut dire qu'on ne m'entend pas bien. En tout cas, si les gens qui m'en ont fait part pouvaient me répondre et me dire si c'est mieux, je l'apprécierais beaucoup. Alors, Maître Papineau, comment se calcule le quorum et que se passe-t-il lorsqu'il n'est pas atteint? Bon, alors le quorum, il est prévu au Code civil du Québec. C'est la majorité des voix des copropriétaires. Alors, si dans votre syndicat, il y a 1000 voix à la déclaration de copropriété, je dois en avoir plus que 500. S'il y en a 100, je dois en avoir plus que 50. Alors, le quorum à la première assemblée est la majorité des voix et non pas la majorité des copropriétaires. Ce n'est pas le nombre de personnes, mais le nombre de voix prévues à la déclaration. Si on n'a pas à la première assemblée le quorum, généralement, la déclaration prévoit qu'on a 1 heure pour l'atteindre. Alors, si au bout de l'heure, on n'a pas le quorum de plus de 50% des voix, on doit reconvoquer une deuxième assemblée. Et à ce moment-là, le quorum, c'est les 3/4 des personnes présentes et non plus des voix. Alors, si j'ai 4 personnes dans la salle, tant que j'en garde 3 dans la salle, mon quorum est maintenu. Ce qui fait, M. Sellier, que dans des syndicats où il peut y avoir 150 copropriétaires, on pourrait avoir une assemblée valide avec 10 personnes seulement, au lieu d'en avoir plus que la moitié des 150. Et ça peut avoir un impact énorme parce que 10 sur 150 qui prennent des décisions impopulaires, ça risque de faire des remous. Mais c'est le vieux principe que les absents ont toujours tort. Effectivement. Et là, parfois, les gens se réveillent, mais là, non, moi, je ne voulais pas ça, mais oui. Ben oui, mais c'est à toi d'y aller. Bon. Alors, parce que dans le fond, M. Sellier, les 10 qui sont là peuvent représenter uniquement 10% des votes, 10% des voix. Alors, et les 90 qui ne seront pas présentes devront subir la volonté des 10% qui étaient présents. Eh bien oui, c'est ça aussi la démocratie. Hein? Et voilà. Surtout qu'on donne une chance en tenant une assemblée de rattrapage. Une première question, doit-on privilégier... Bon, là, on entre dans les assemblées copropriétaires virtuelles, très intéressante comme question. Doit-on privilégier Zoom à Skype? Lequel est le plus performant? Lequel reconnaît la légalité des décisions? Aucun des deux. C'est pas compliqué. La loi dit que l'arrêté ministériel nous dit qu'à moins qu'il y ait consentement de la part de tous les copropriétaires, c'est beaucoup de personnes. Là. Ça veut dire aucune personne contre. On ne peut pas utiliser Skype, on ne peut pas utiliser Zoom, on ne peut pas utiliser autre chose. On doit utiliser un logiciel ou une plateforme qui permet de faire des votes secrets. Ouais. Alors, Zoom, Skype et tout ça, c'est pas la bonne façon de procéder. Alors, pour ceux que ça intéresse,
pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours consulter vous pouvez toujours faire appel au logiciel d'assemblée AG Connect, qui justement est conçu expressément pour les assemblées de copropriétaires virtuels et qui permet évidemment le vote secret. Alors, cela dit, ceux qui s'intéressent, vous pouvez faire appel à AG Connect, logiciel d'assemblée de copropriétaires, et vous pouvez vous inscrire pour assister à une assemblée démo gratuitement en cliquant sur ce petit lien. Et voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est dit. Hein? Il y a aussi, M. Sallier, nous avons, je ne me souviens pas quel numéro, mais il y a eu une émission, une web radio sur les assemblées virtuelles il y a 3 semaines peut-être. Oui, je vais d'ailleurs vous la montrer, cette émission. Elle est ici. Vous allez dans la page d'accueil toujours et vous cliquez sur les émissions en reprise, en rediffusion. Alors, celle du 14 octobre traitait des assemblées de copropriétaires virtuels, effectivement. Donc, ça aussi, c'est dit pour ceux qui s'intéressent. Alors, pour l'assemblée de rattrapage, la personne nous dit de reprise, mais en fait, c'est la même chose. Techniquement, c'est l'assemblée de rattrapage. Est-ce que le délai de convocation est le même que pour une assemblée régulière? Il n'y a rien de prévu à la loi et souvent, il n'y a rien de prévu à la déclaration non plus. Ce que dit la loi, c'est que la reprise est ajournée, l'assemblée est ajournée à une autre date dont avis est donné au copropriétaire. Alors, pour agir correctement et éviter des problèmes, on donne le même délai qui est prévu pour l'assemblée régulière, qui est généralement entre 10 et 45 jours avant la tenue de l'assemblée. Et l'assemblée de rattrapage, le délai avant, le délai pour la convoquer, c'est de combien de jours? Mais comme je dis, normalement, on devrait s'en tenir au même délai que l'assemblée régulière, entre 10 et 45 jours avant la tenue. Bon, alors, dans une grande copropriété qui compte 50 portes, ne pas obtenir le quorum, ça peut être dommageable d'une certaine manière, mais maintenant qu'on parle d'assemblée de copropriétaires virtuels, c'est moins d'actualité, mais quand le virus sera derrière nous, probablement que des copropriétés vont préférer refaire des assemblées en personne. Dans une grande copropriété de 50 portes et plus, manquer le quorum à la première occasion, ça peut avoir des conséquences financières, non? Bien, effectivement, et c'est ce que je dis à tous les gestionnaires, tous les administrateurs. Un des bons moyens d'avoir le quorum, c'est d'indiquer justement sur l'avis de convocation que si les copropriétaires n'y sont pas, ça va engendrer des frais. Alors, les frais d'envoi de courrier recommandé, les frais de location de salle, les frais du président d'assemblée et tout ce qui va avec, là. Il y a des syndicats où ils servent le café, puis les biscuits, les beignes. Bien, on va racheter d'autres beignes, d'autres biscuits, d'autres cafés pour la deuxième fois, plus la salle et le personnel aussi, parce que quand on tient l'assemblée en personne, on a une feuille de présence à signer. Généralement, ça nous prend 1, 2 ou 3 personnes à l'entrée. Il faut les payer, ces gens-là. Oui. Il faut payer le représentant légal, en l'occurrence un avocat si requis. Il faut payer tous ces gens-là, là. C'est ça. Mais je vais vous dire, il y a des assemblées dans des syndicats d'une centaine de personnes. Le coût de convocation, quand on calcule tout, on parle de 3, 4, 5 000 $ facilement, là. Oui. Un auditeur nous pose la question, M. Papineau, la réponse sera oui à cette question, j'en suis sûr, mais vous pourrez élaborer un peu justement sur cette opportunité que représente un vote lors d'une assemblée de copropriétaires virtuels. Est-ce qu'on peut procéder au vote lors d'une vidéoconférence, donc une assemblée de copropriétaires virtuels, M. Papineau? Évidemment. Une assemblée virtuelle, ce sont les mêmes normes, les mêmes règles, la même loi que l'assemblée en présence. Oui, effectivement. Autre question. Les résolutions prises par l'assemblée doivent-elles toujours être secondées par un second copropriétaire ou est-ce qu'elles peuvent être adoptées après avoir été proposées par un seul copropriétaire? Moi, M. Sellier, je ne m'en fâche pas tellement dans cette procédure-là. Est-ce qu'on a besoin de la seconder? Il n'y a rien à la loi qui le prévoit. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Non.
Moi, je pense que si quelqu'un fait une proposition, on passe au vote. On verra à ce moment-là si le résultat est bon ou pas. Sinon, si on demande à quelqu'un de la proposer et que la personne se lève, la personne se manifeste, etc., c'est peut-être long pour rien. Maître Papineau, j'aimerais qu'on parle des officiers d'assemblée qui, d'ailleurs, devront obligatoirement être couverts par une assurance responsabilité civile à compter du 15 avril 2021. Pourquoi c'est si important que ça, Maître Papineau, cette assurance responsabilité civile pour les officiers d'assemblée? C'est que si un copropriétaire décide de prendre une poursuite contre le syndicat en disant que ça a mal été convoqué, l'Assemblée a été mal tenue et demande des dommages. Si l'officier d'Assemblée n'est pas couvert par une assurance responsabilité, il va être obligé, lui, d'assumer les frais de jugement de ses poches. Oui, il va être interpellé personnellement, là, effectivement. Oui, et dans beaucoup de syndicats, oui, il y a des avocats qui sont requis, mais il y a beaucoup de syndicats où ce sont des bénévoles, des copropriétaires qui s'offrent à le faire. Ouais. Alors, raison de plus pour qu'ils soient couverts par l'assurance du syndicat. Effectivement. Quel genre d'erreur un officier peut commettre, par exemple? Et les officiers sont qui, là, exactement? Il y en a 3 types d'officiers. Hein? Alors, il y a le président, le vice-président et le secrétaire. Alors, le président pourrait déclarer des gens élus qui ne le sont pas. Le président pourrait déclarer que la résolution a été adoptée conformément aux dispositions de la loi, que ce n'est pas le cas. Alors, il peut y avoir des choses comme ça là, qui ne correspondent pas à la loi. Ça peut avoir des incidences d'autant plus importantes dans une plus grande copropriété ou ça n'a pas d'importance sur une grande, petite, moyenne? Moi, je ne vois pas de différence entre une grande, une petite et une moyenne. Une copropriété, c'est une copropriété. Oui, effectivement. Donc, les officiers d'Assemblée, qui sont-ils? Je pense qu'il y a le président, le secrétaire. Le vice-président. Voilà. C'est tout. Après ça, il peut y avoir des scrutateurs qui vont s'occuper du vote. Quand on est en présence, ils vont récupérer les bulletins de vote, vont les comptabiliser. Sauf qu'effectivement, avec les assemblées virtuelles, tout ça se fait par la plateforme informatique. Maître Papineau, une autre question que je trouve intéressante. Est-ce qu'on peut réclamer les coûts d'une assemblée de copropriétaires qui n'obtient pas le quorum, réclamer les coûts aux absents? Non. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est obligé d'aller à l'Assemblée, comme il n'y a personne qui est obligé d'aller voter aux élections. Alors, on ne peut pas obliger quelqu'un à assister à l'Assemblée ou donner une procuration. Oh, là, une autre question, M. Papineau. Là. Comment trouver des bénévoles si le syndicat a perdu son assurance et le conseil n'est plus couvert? Parce que là, quand le syndicat, l'assurance du syndicat, quand il n'y en a plus, évidemment, l'assurance responsabilité civile des administrateurs fait partie du produit d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais généralement, cette assurance-là n'est pas difficile à obtenir. Ce qui est difficile à souscrire comme assurance, c'est pour les dégâts d'eau, les inondations, ces choses-là. Mais l'assurance responsabilité du syndicat, c'est jamais très difficile à obtenir. Souvent même, ça va arriver sur une police séparée. Oui, parce qu'on dit que ce n'est pas le type d'assurance où les réclamations sont les plus nombreuses. Là, ça. Ah ben non, écoutez, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a eu une réclamation. Est-ce vraiment pertinent, M. Papineau, d'avoir un officier d'assemblée lors d'une assemblée de copropriétaires? Est-ce vraiment pertinent? Je peux vous dire que moi, sur les quelques centaines que j'ai faites, il y a des fois, ça a été plus pertinent que d'autres. Il y a des fois, je peux vous raconter, j'en ai une assemblée, je me souviens très bien, à Pierrefonds. Le copropriétaire est en furie que le syndicat dépense de l'argent pour payer un avocat. Et à la fin de la soirée, il est venu me dire, vous savez, est-ce que vous me reconnaissez? J'ai dit oui. Et il me dit, je suis celui qui n'était pas heureux qu'on fasse une dépense. Mais il dit, savez-vous, grâce à vous, on a fini 1h30 plus tôt. Il y avait 50 ou 60 personnes dans la salle. Les gens ont été plus polis, les gens ont été plus respectueux. Donc, vous avez sauvé 60, 75 heures aux copropriétaires. Ça valait la peine que vous y soyez. L'autre raison pourquoi ça peut être utile,
c'est qu'on est là aussi, puis on peut expliquer ce qui se passe, on peut expliquer les lois, les normes, les règlements, on peut aider les copropriétaires à faire des présentations. Souvent, un copropriétaire veut présenter une résolution, mais il s'y prend mal, les gens ne sont pas d'accord, on va peut-être l'inviter à la modifier, à la diviser. Alors, on peut aider les copropriétaires et l'Assemblée à mieux fonctionner. Oui, effectivement. Maître Papineau, pourriez-vous nous résumer les pouvoirs dévolus à l'Assemblée de copropriétaires? Il y en a beaucoup, là, mais si on avait une synthèse à faire, qu'est-ce que vous diriez? Regardez, les pouvoirs dévolus à l'Assemblée, ce sont entre autres les articles 1096, 1097, 1098 du Code civil. Les grandes orientations, notamment quant à la destination de l'immeuble, quant à la modification de l'immeuble, la modification des règlements aussi, mais les opérations quotidiennes, l'achat d'un tracteur, ça relève de la juridiction du conseil d'administration. D'ailleurs, dans votre déclaration de copropriété, vous noterez que le paragraphe sur les responsabilités et les pouvoirs du conseil d'administration commence toujours en disant que le conseil a tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement attribués à l'Assemblée. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de pouvoirs attribués aux administrateurs qu'à l'Assemblée. Si vous regardez votre déclaration, les pouvoirs de l'Assemblée sont aussi décrits, sont beaucoup moins nombreux, mais le pouvoir le plus important de l'Assemblée des copropriétaires, c'est d'élire les administrateurs. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien choisir son conseil et d'être présent à l'Assemblée pour voter. Oui, effectivement. Est-ce que, une autre question d'un internaute, est-ce que l'assurance administrateur et dirigeant des collectivités de copropriétaires inclut les officiers d'Assemblée? La loi le prévoit, ça entre en vigueur au printemps prochain, M. Sellier, mais vous devriez l'avoir dès maintenant. Ouais. Vous savez, les lois, ce pas des nouveautés puis des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Oui, une assurance devrait couvrir les présidents d'Assemblée et les officiers d'Assemblée. On parlait tout à l'heure des petites, moyennes et grands ensembles en copropriété divise. Une internaute nous dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des officiers d'Assemblée pour une copropriété de 6 unités? Ça n'a rien à voir si ça vaut la peine ou pas. La loi dit qu'il doit y avoir un président d'Assemblée, un secrétaire, et il doit y avoir une Assemblée. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Mais là, on n'est pas obligé d'engager un avocat pour présider une Assemblée. Je vous donne un exemple. Vous êtes 6 chez vous, tout le monde s'entend bien. On en prend un qui va présider, on en prend un autre qui sait écrire puis qui va nous faire un procès verbal, et ce sont les officiers d'Assemblée. On n'est pas obligé de payer personne pour ça. Par contre, s'il y a des choses plus complexes, s'il y a des difficultés, moi, j'en fais des assemblées où les gens sont 6 ou 8 parce qu'il y a un trouble-fête dans le syndicat. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un président d'Assemblée émérite? La réponse, c'est non. Alors, les questions affluent à un bon rythme, et je dois dire que toutes les questions sont très pertinentes. Ça va être difficile d'en choisir 3 parmi les meilleures, je tiens à le dire tout de suite. Le président du conseil d'administration peut-il agir comme président d'Assemblée? Sinon, si la réponse est non, est-ce que la validité de l'Assemblée peut être contestée? Bon, premièrement, il faut toujours vérifier la déclaration de copropriété. La déclaration de copropriété peut préciser qu'effectivement, les administrateurs du syndicat ne peuvent pas être officiers d'Assemblée. La déclaration peut aussi prévoir que les officiers d'Assemblée doivent obligatoirement être un copropriétaire. Alors, il faut toujours vérifier votre déclaration de copropriété pour savoir qui est éligible. Par contre, M. Sellier, pratiquement, là, le président d'Assemblée, c'est pas un travail, je me plains pas, là, mais c'est pas un travail si simple que ça. Le président d'Assemblée doit penser à ce qui s'en vient, doit présenter ce qu'il présente, doit vérifier ce qui se passe dans la salle, doit vérifier son quorum, même si c'est virtuel, il doit regarder les questions qui sont posées.
Et si vous demandez au président du conseil d'administration qui, lui, doit faire son rapport en plus, à un moment donné, ça fait beaucoup de choses pour la même personne. Ouais. Alors, est-ce que c'est mieux que le président de l'Assemblée ne soit pas un administrateur du syndicat? La réponse, c'est oui. Alors, deux questions sous-jacentes, Maître Papineau. Pourquoi les membres du CA ne peuvent pas être officiers d'Assemblée? Ils peuvent, mais je pense qu'ils ont déjà beaucoup d'autres choses à faire pendant l'Assemblée. Ils ont à répondre aux questions. Souvent, ils vont fouiller dans leurs papiers pour trouver des réponses. Si en même temps, ils sont présidents de l'Assemblée, secrétaires et tout ça, ils n'arriveront pas à faire tout ce qu'il y a à faire à l'Assemblée. OK. Et vous disiez aussi que l'officier d'Assemblée doit vérifier que le quorum est toujours en vigueur. Alors, dès qu'on perd le quorum, est-ce que l'Assemblée s'annule? Bien, regardez, M. Sellier, malheureusement, les gens oublient cette partie-là de l'article 1089. L'article 1089 dit l'Assemblée, à la fin, l'Assemblée où il n'y a plus quorum doit être ajournée si un copropriétaire le réclame. Mais il reste que même si le copropriétaire ne le réclame pas, la loi dit qu'il doit avoir quorum à une assemblée. Alors, s'il n'y en a plus de quorum, les décisions qui sont prises ne sont pas valides, ne valent rien et il va falloir reprendre l'assemblée au complet. Alors, s'il n'y a plus de quorum, on ajourne. Ça ne donne rien de penser qu'on peut faire autre chose et qu'on va procéder en vitesse. Voyez, l'article 339 dit clairement 349, je m'excuse, dit « L'Assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou représentées. » Donc, dès qu'il n'y a plus de quorum, l'Assemblée n'est plus valide. Mais ce qui a été voté avant la perte du quorum est valide. Oui, effectivement. Alors, une autre question. Si une Assemblée générale s'est tenue il y a un mois et qu'un copropriétaire veut soumettre un point additionnel suite à celle-ci, car il décide de vendre son unité, exemple, voter sur les animaux. Est-ce que des administrateurs devraient considérer cette demande? Est-ce qu'ils seraient tenus d'y donner suite? Une fois que l'Assemblée est terminée, les délibérations de l'Assemblée sont terminées. Si quelqu'un veut changer quelque chose ou rajouter quelque chose, il doit le faire dans le cadre d'une nouvelle Assemblée. Alors, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Maître Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Le sujet traite de l'ABC, des assemblées de copropriétaires. Alors, continuez à poser vos questions. C'est très stimulant. Et comme vous voyez, Maître Papineau y répond allègrement. Parlons des votes, justement, parce que vous venez d'en faire mention, des votes et des majorités requises. Quelle est la majorité exigée, par exemple, pour modifier un élément de la destination de l'immeuble? Et ça, c'est la majorité presque impossible. Ouais. Pour modifier la destination de l'immeuble, il faut avoir au minimum 90% des voix. Et dans les syndicats qui sont constitués avant 1994 et qui n'ont pas modifié leur déclaration de copropriété, ça prend 100% des voix. Alors, et M. Sellier, 100% des voix de tous les copropriétaires du syndicat et non pas 90% des copropriétaires qui sont présents à l'Assemblée. Ouais. C'est beaucoup de monde, ça. Oui. Donc, je pense que la destination de l'immeuble, tous les volets de la déclaration de copropriété sont importants, mais celui-là, il est particulièrement lourd de conséquences quand on change des choses. Prenons un exemple, M. Papineau, nous ne sommes plus dans la période des barbecues, là, mais disons que dans la déclaration de copropriété, dans la destination de l'immeuble, on permet les barbecues. Bien, ça, c'est dans le règlement de l'immeuble, mais si on veut changer le fait, si on veut interdire les barbecues dans une copropriété, alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça, c'est un règlement. Ce n'est pas rien qui va avec la destination. Non, c'est pas la destination, pardon. Je vous donne un exemple. Si on veut changer, ne plus avoir d'animaux, voilà. Ça ferait partie de la destination de l'immeuble parce que ça a un impact important. Alors, à ce moment-là, on a besoin d'un vote à au moins 90% des voix de tous les copropriétaires. Mais si, dans la déclaration de copropriété initiale, les animaux sont permis, est-ce
est-ce que c'est d'autant plus difficile parce que ça prend cette majorité-là, c'est ça? Ça nous prend encore 90% des voix si c'était permis pour le modifier. OK, je comprends. Pourriez-vous nous donner des... Bon, là, on a donné l'exemple des animaux. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples qu'on pourrait donner qui requièrent un vote à la double majorité? Bien, la double majorité, maintenant, il y a uniquement 10,98 sur la destination de l'immeuble qui le requiert, ou je vais vous dire, il y a des choses qui doivent être votées avec la majorité de 10,98, mais on parle de situations qui se présentent à peu près jamais. Alors, on parle de la destination de l'immeuble, on parle qui autorise l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au maintien de la destination. Alors, j'ai une piscine, j'ai un gym, j'ai un terrain, les gens veulent se départir de la piscine, du terrain, ça va prendre un vote à 90%. Et si on veut permettre le fractionnement de l'usage des appartements, ce qu'on appelle en anglais le time sharing, aussi, ça va prendre 90% des voix. OK. Alors, c'est des cas. Est-ce qu'un participant à une assemblée pourrait remettre une procuration après coup ou doit-il la présenter avant que l'assemblée commence? Ni un ni l'autre, parce que après l'assemblée, il est trop tard, puis avant l'assemblée, c'est une bonne chose, mais la procuration peut être remise si l'assemblée a commencé à 7 heures et que quelqu'un rentre à 8 heures avec une procuration. À ce moment-là, à compter de 8 heures, la procuration est bonne. Et ce qui sera fait entre 8 heures et la fin de l'assemblée, la personne qui a la procuration agit légalement. Alors, elle pourrait représenter le mandat. Dans quelles circonstances un copropriétaire, parce que là, on entre dans les contestations, là, c'est de là l'importance de suivre un processus valide du début à la fin de l'Assemblée, là, parce que la contestation peut arriver assez vite. Hein. Dans quelles circonstances un copropriétaire peut-il contester une décision prise lors d'une Assemblée? Le Code civil nous dit à l'article 1103 que tout copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler ou exceptionnellement de modifier une décision de l'Assemblée si elle est partiale. Je vous donne un exemple. Si dans un immeuble, il y a une section commerciale et une section résidentielle et que le résidentiel, avec le nombre de voix qu'il a, empoisonne la vie au commercial ou d'autres situations. Alors, si elle est partiale, si elle a été prise dans l'intention de nuire au copropriétaire, alors on pourrait dire si elle a l'intention de nuire à un ou plusieurs ou certains copropriétaires ou au mépris de leurs droits. Alors, ça pourrait être justement que on a refusé sa procuration, on n'a pas respecté les dispositions de la loi, ou si une erreur s'est produite dans le calcul des voix, bien là, à ce moment-là, effectivement, le tribunal a le pouvoir de faire le calcul correct des voix et de modifier ou d'annuler la décision qui a été prise. Donc ça pourrait être une erreur commise par un officier d'Assemblée, ça. Hein, Effectivement. Et là, ça pourrait avoir des conséquences lourdes, surtout surtout, que ce soit des petites, moyennes ou grandes, ça peut avoir des conséquences quand même sérieuses. Là. Effectivement. Les assemblées de copropriétaires virtuels, il faut en parler parce qu'on est en plein dedans. Maître Papineau, vous dites qu'actuellement, il y a des démarches en cours pour convaincre le gouvernement de maintenir les assemblées de copropriétaires virtuels même après la crise du coronavirus, c'est vrai? Oui. Ben, écoutez, le résultat est extraordinaire, M. Sellier. Même si certains pensent que ce n'est pas une bonne chose ou que c'est difficile pour plusieurs personnes, je peux vous dire, moi, que dans toutes les assemblées que j'ai vérifiées, le quorum est plus élevé dans les assemblées virtuelles que dans les assemblées en présence. Effectivement. On va en parler, mais j'ai d'autres questions de nos internautes. Quelle majorité est requise pour modifier la distribution des charges communes ou encore transformer des parties communes à usage restreint en parties privatives? On ne peut pas transformer une partie commune en partie privative. Il faudrait vendre la partie commune et ça serait en vertu de l'article 1097.
ça prendrait 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée. Et les frais de condo, les augmentations de frais de condo, est-ce qu'il faut les voter aussi en Assemblée? Non. Les budgets sont présentés par le conseil d'administration sortant. C'est lui qui le prépare, qui l'envoie avec l'avis de convocation. Pendant l'Assemblée, il est présenté aux copropriétaires qui, eux, sont consultés. On leur demande leur avis, on les laisse poser des questions. Et à la fin de l'Assemblée, une fois l'Assemblée terminée, le conseil d'administration en poste, généralement, c'est celui qui vient d'être élu, c'est lui qui va adopter le budget et envoyer les avis à tous les copropriétaires. C'est le conseil d'administration qui a le mot final sur l'adoption du budget, sauf qu'ils ont intérêt, les membres, à respecter les commentaires et demandes formulées par l'Assemblée. Autrement, ils pourraient être démis de leur fonction à l'Assemblée suivante. Ils ont intérêt, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour une raison. Ouais. Le conseil d'administration a l'obligation d'assurer la pérennité de l'immeuble, la sauvegarde de l'immeuble. Alors souvent, ils peuvent prendre des décisions qui ne sont peut-être pas populaires. Mais moi, je peux vous dire que j'ai des dossiers où le conseil d'administration n'a pas été réélu parce qu'il avait demandé des contributions spéciales pour faire des travaux. Le nouveau conseil qui a été élu en disant, nous, on ne les fera pas les travaux, puis on n'augmentera pas les charges. Le lendemain, ils ont reçu des mises en demeure de certains copropriétaires en disant, si vous ne respectez pas vos obligations, on va vous poursuivre. Et ils ont été obligés de procéder aux travaux. Alors, au bout de la ligne, là, c'est sûr qu'il faut tenir compte de l'opinion des copropriétaires, mais il ne faut pas oublier que les administrateurs ont l'obligation de prendre soin du syndicat et de l'immeuble. Effectivement. Nous avons un espace de terrain derrière l'immeuble et un copropriétaire veut installer une remise de jardin. Après vérification, le règlement de la ville serait respecté ainsi que toutes les servitudes. Quel pourcentage de vote est requis pour aller de l'avant dans un cas comme celui-là? Ben, si c'est une partie commune à tout le monde, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait 75% des voix qui permettent à cette personne-là d'utiliser à son avantage unique et en faire une partie commune à usage restreint. Est-ce que c'est une obligation légale de partager l'enregistrement de la vidéo d'une assemblée générale de copropriétaires ou juste le procès verbal écrit et des copies PowerPoint présentes? Est-ce que c'est assez pour répondre aux obligations légales? Est-ce qu'on doit remettre l'enregistrement au propriétaire finalement? Bon. La loi dit qu'on doit remettre le procès verbal dans les 30 jours et ça, il n'y a pas de question, ça doit être fait. Et il n'y a rien qui prévoit qu'on doive donner l'enregistrement de la réunion, mais normalement, la réunion, on devrait prendre l'enregistrement et le déposer au registre. Oui. Et comme les gens ont accès, les copropriétaires ont accès au registre, ils devraient pouvoir en avoir une copie. Donc, oui, puis il y a de plus en plus de copropriétés qui ont accès à des registres virtuels. Oui, virtuels, par l'intermédiaire d'un service intranet. Donc, réponse, l'enregistrement doit être déposé au registre et virtuellement, les copropriétaires peuvent y accéder. Mais si on n'a pas d'intranet, comment les copropriétaires peuvent consulter l'assemblée virtuelle enregistrée? Regardez, ils apportent leur ordinateur ou on leur fait une copie sur une clé USB. Là. Ah, okay, c'est juste une question. C'est une technicalité. Ouais. C'est pas... Bon, alors, Maître Papineau, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans une entrevue que j'ai réalisée avec vous pour le magazine Condo Liaison, il y a quelques numéros de cela, j'ai rédigé un texte sur les anecdotes truculentes qui se sont produites lors d'assemblées de copropriétaires. Alors, je parle d'assemblée en personne. Il y avait, je pense, Maître Papineau, une assemblée où des gens ont encerclé le huissier de justice. Pourriez-vous nous raconter Monsieur Cellier, je peux vous en raconter tant que vous en voulez, puis les gens ne croiront pas. Ouais. Mais je suis arrivé à une assemblée un soir où certains copropriétaires faisaient du piquetage à la porte pour empêcher les gens d'entrer.
J'ai eu une assemblée où on a dû faire venir l'escouade anti-émeute parce que la guerre était prise et la bataille était prise dans les lieux. J'ai un copropriétaire à qui j'ai dit non, les copropriétaires qui sont en retard de paiement ne peuvent pas voter. Et il a dit, parfois, on va vous faire un chèque. J'ai dit, non, non, on ne fait pas de chèque, ça prend de l'argent comptant. Il m'a dit, donnez-moi 5 minutes. Il est monté chez lui à son appartement, il est descendu avec un petit sac plein de billets de banque et il a payé les frais de condo pour ceux qui étaient en retard pour être élus. Ouais. Écoutez, je vais vous en compter tant que vous en voulez, là. J'en ai une autre qui était particulièrement cocasse. Il est 8h moins 10 et on ne veut pas remettre l'Assemblée. Il manque des quelques personnes, des voix de quelques personnes pour avoir le quorum. Les gens partent en courant, je leur donne des copies de procuration. Ils vont à l'immeuble, qui est la porte d'à côté. Ils vont chercher les procurations. En revenant entre l'immeuble et la salle de réception, il y a eu le déluge. Les gens sont arrivés à moi me donner procurations qui étaient tous écrits à l'encre. Et comme les feuilles avaient pris l'eau, on ne voyait plus absolument plus rien sur les feuilles. Alors, écoutez, il y en a des histoires toutes les semaines. C'est bien, c'est bien. J'avais une question qui est disparue, qui est descendue dans le... Ah oui, c'était les administrateurs qui souhaitent que tous les copropriétaires fassent installer un système de détection de dégâts d'eau dans leur unité. Est-ce que ça doit passer par un vote à l'Assemblée? Si oui, quel est le pourcentage requis? Alors, regardez, on a discuté de ça à plusieurs reprises, plusieurs avocats ou notaires. Moi, la solution que je préconise et d'autres en matière de copropriété, c'est que c'est le syndicat qui fait installer ça et qui cotise les copropriétaires. Pourquoi? Parce que quand le syndicat le fait, il le fait dans l'intérêt de l'immeuble, donc il n'y a pas besoin de vote des copropriétaires. Il y a besoin d'un vote s'il y a une contribution spéciale. L'avantage aussi que ça ne soit pas un vote des copropriétaires et la propriété des copropriétaires, c'est qu'il y en a qui déménagent puis ils vont déménager le système avec eux autres. Ah, ouais. Tandis que quand le système appartient au syndicat, ils comprennent que le système ne leur appartient pas. En plus, le syndicat, comme ça lui appartient à lui, ce système-là, il a le pouvoir d'aller faire des vérifications, il a le pouvoir d'aller faire l'entretien, changer les piles, vérifier que tout va bien. Alors, quant à moi, la façon de procéder, ce n'est pas un vote des copropriétaires, c'est que le conseil l'impose aux copropriétaires en disant que c'est pour le maintien de l'immeuble, payé évidemment par les copropriétaires, mais c'est peut-être la meilleure façon de le faire pour assurer que ça va bien aller. Si un des participants invoque la vie privée, on revient à l'enregistrement des assemblées de copropriétaires virtuelles, est-ce qu'il peut refuser que cette assemblée enregistrée soit déposée au registre? Bien, surtout le cas de l'assemblée virtuelle, la question ne se pose pas. Moi, si j'ai un copropriétaire qui veut intervenir, mais qui ne veut pas qu'on lui voit le visage, on n'ouvrira pas sa caméra et c'est tout. OK. Mais il faut qu'il le dise avant, là. Ben oui, s'il dit après, ben là, il est tard un peu, là. On ne peut pas empêcher tout le monde d'avoir accès à cet enregistrement-là parce que la personne n'a pas demandé ou exigé qu'on cache son visage. Mais remarquez qu'au pire aller, là, moi je ne suis pas technicien, mais au pire aller, quelqu'un qui serait intervenu qui exige ça, on pourrait sûrement trouver une façon. Le faire après coup. Le faire après coup. Là. Voilà. En tant que copropriétaire, là, la réponse, c'est probablement oui, vous saurez le dire, M. Papineau. Parce qu'un CA peut être représenté par un avocat qui peut expliquer bien des choses à une assemblée, aux participants d'une assemblée. Il y a un volet très éducatif aussi par la présence d'un avocat. Mais est-ce qu'un copropriétaire peut être représenté par un avocat individuellement en assemblée? Oui, effectivement, sauf que si le copropriétaire demande à un avocat de le représenter, le copropriétaire ne pourra pas être dans la salle. Quand tu es un copropriétaire, tu es ou présent ou représenté. Tu ne peux pas être les deux, à moins que le copropriétaire ait 2 appartements, à moins qu'il soit indivisaire avec son conjoint, sa conjointe, et que l'avocat prenne les votes
de l'indivisaire et le copropriétaire garde les siens. Est-ce qu'un avocat qui est mandaté par le conseil d'administration pour participer à une assemblée de copropriétaires doit obtenir une procuration? Non, parce qu'il est l'invité du conseil, sauf que généralement, pour éviter des problèmes, moi, je demande toujours au conseil, il y a toujours des copropriétaires qui avisent le conseil qui ne pourront pas être présents. Alors moi, j'ai toujours une procuration d'un copropriétaire. Si jamais, quand arrive le temps, le vote pour le président de l'Assemblée, si ça ne fonctionne pas, je peux au moins assister à l'Assemblée à titre de représentant d'un copropriétaire. Est-ce légal qu'un président non résident puisse être majoritaire, 51% des voix? Il peut faire ce qu'il veut au final en ignorant les demandes des autres copropriétaires. La démocratie, M. Sellier, c'est plus de 50% des voix. Et ça ne dit pas qu'il faut que ça soit un résident ou non résident. Mais quand un copropriétaire détient la majorité il détient la majorité des voix, ça peut poser certains problèmes, parfois en termes de blocage pour la copropriété ou non? Ben, effectivement, ça peut, mais regardez, si la personne a réussi à obtenir des procurations pour avoir plus de 50% des voix, ceux qui leur ont donné la procuration, ben, ils l'ont fait volontairement, là, et toujours le même mot, démocratiquement. Démocratiquement, c'est ça. Pour le système de fuite d'eau, attendez, ça c'est un autre commentaire. Ici, on a... voilà, donc c'était des réponses des gens qui se répondent entre eux. Il n'y avait pas de questions là. Maître Papineau, il y a différents types d'assemblées. Hein? Il y en a 4. Est-ce que vous pourriez nous les énumérer et les résumer? En fait, il y en a peut-être un petit peu plus que 4, mais je comprends ce que vous dites. Alors, premièrement, il y a l'Assemblée générale habituelle. Il y a l'Assemblée celle-là se tient une fois par année. Il peut y avoir une assemblée qu'on appelle extraordinaire, une assemblée qui est convoquée pendant l'année pour une question ou un sujet précis. Il peut y avoir l'assemblée de transition lorsque le promoteur perd le contrôle du syndicat. Il peut y avoir l'assemblée d'information qui, de fait, n'est pas une assemblée, mais qui est une réunion de copropriétaires à qui on donne de l'information. Et vous en aviez une quatrième, M. Sellier. C'est pas de rattrapage? Oui, mais l'assemblée de rattrapage, c'est de fait une assemblée générale aussi, mais qui a un nombre de participants et un nombre de voix différents de l'assemblée générale ordinaire. Alors, il y a un autre phénomène en copropriété dont il faut parler. Dans certaines copropriétés, la collectivité fonctionne plus ou moins dans les règles de l'art, se font des petits règlements maison improvisés. Une fois les votes pris en assemblée, là, disons une assemblée générale annuelle, on décide par exemple, je ne sais pas, on permet les barbecues. Non, ouais, ça, oui, il y a ça. Ça, c'est trop complexe. On ne touchera pas à ça parce que ça touche plusieurs sensibilités, ce genre de sujet-là. Mais si, par exemple, on dit, bon, là, on a décidé qu'on va prendre un gestionnaire de copropriété, on augmente les frais de condo de temps, je ne sais quoi. Alors là, admettons que ça se produit et que là, le lendemain, il y a des gens qui reviennent sur la décision, qui disent, ben là, finalement, on devrait peut-être faire autrement. Les gens qui remettent en question le lendemain ce qui a été voté à l'Assemblée. Est-ce légal, Maître Papineau, ou non? On peut toujours revenir sur une décision, sur une résolution de décision qui a été prise. Alors, mais on doit le faire dans le cadre d'une assemblée générale. Et si c'est plus de 10% des copropriétaires qui ont changé d'idée, ils peuvent demander de convoquer une nouvelle assemblée. Mais quelqu'un qui a voté pour le lundi soir, puis que le lendemain matin, il se réveille, puis il est tout seul de son groupe, il faut au moins qu'il y ait 10% des gens qui demandent des copropriétaires, des voix des copropriétaires, qui demandent à ce qu'il y ait une nouvelle assemblée. Alors, on sait que les... Et si vous me permettez, encore là, oui, ça peut se faire, mais ce qui sera fait entre le soir ou le jour où ça a été décidé et le jour où la résolution va être annulée, ça sera valide.
Ah, c'est pas une décision rétroactive, là. Alors, OK, je comprends. Euh, on sait que les administrateurs de copropriété sont élus lors de l'Assemblée générale annuelle. Est-ce qu'ils peuvent être élus à l'occasion d'un autre type d'assemblée? Oui. Si oui, et pourquoi? Ben, s'il y a une vacance au sein du conseil, à ce moment-là, il peut y avoir une assemblée extraordinaire pendant l'année pour remplacer la personne qui a démissionné, la personne qui est décédée, la personne qui a été démise de ses fonctions, personne qui n'a pas payé ses frais de condo, donc qui n'est plus éligible. Oui, il peut y avoir une assemblée extraordinaire à ce moment-là. Alors, donc, il est toujours temps, mais un conseil, les membres d'un conseil d'administration ne peuvent pas démissionner à contre-temps. Effectivement. La déclaration, normalement, prévoit qu'ils doivent rester en poste au moins 30 jours après pour permettre justement la convocation d'une assemblée, permettre le transfert des dossiers et la remise des documents. Et si après 30 jours, l'Assemblée extraordinaire est tenue, personne ne veut aller au CA, qu'arrive-t-il? Ben, dans ce temps-là, moi, j'explique avant de finir la réunion, je leur dis qu'il n'y a aucun problème. Comme personne ne veut être administrateur, il va falloir aller voir le juge de la Cour supérieure pour faire nommer un administrateur judiciaire et que pour n'importe quoi entre 5 et 10 000 ils vont avoir un administrateur judiciaire qui va leur facturer 2, 3, 4, 5 000 par mois. Et généralement, M. Sellier, il y a des mains qui se lèvent. Et, ouais. Et par contre, le temps qu'un juge de la Cour supérieure nomme les administrateurs, ceux qui sont en poste, les sortants doivent rester, non? Ils ont 30 jours, mais je peux vous dire que le temps que le juge, ce sont des procédures d'urgence et ce ne sont pas des procédures qui prennent des mois. C'est des procédures qui peuvent prendre 2, 3 semaines et le juge va nommer l'administrateur provisoire. Bon, alors en espérant que les tribunaux ne refermeront pas à cause de la COVID-19, parce que là, à ce moment-là, il y aurait un délai un peu plus long. Oui, mais même à ça, même pendant le temps de la COVID, il y a toujours eu un juge de disponible pour les procédures d'urgence. OK. Mais ça coûte cher, hein? On se comprend que ce n'est pas donné et ça coûte cher. OK. Ben, regardez, malheureusement, il va falloir payer l'administrateur judiciaire en plus. En plus. En plus. Alors, système, j'ai d'autres questions à Raphaël Papineau. Il est 19h57, mais on va quand même vous les relayer parce que je pense que c'est important. Système, on dit ici que quand vous disiez tout à l'heure la question est système de détection de flux d'eau dans les unités privatives, suite à votre réponse, imposée aux copropriétaires, veut-il dire que chacun devra payer au prorata de la valeur relative de leur unité? Oui, C'est ça? oui. OK. Ah, OK. Donc, ce n'est pas une dépense personnelle, parce qu'il y a des copropriétés qui disent aux copropriétaires, vous allez payer votre système vous-même. Non, non, mais M. Sellier, le système, moi, dans mon appartement, le système, il ne me donne rien. Moi, j'habite au dernier étage en haut. C'est pas pour moi le système, c'est pour ceux qui sont en bas de moi, là. Ouais. Ou pour ceux qui sont à côté de moi. Alors, le système, il faut comprendre, il faut enlever ça de la tête des gens. Le système n'est pas là pour le copropriétaire, il est là pour la protection de l'immeuble. Ben, c'est ça. Alors, c'est pourquoi on est venu à la conclusion que le syndicat, le conseil peut l'imposer, parce que c'est pour la protection des parties privatives et la pérennité de l'immeuble. 19h58, c'est tout le temps qu'on avait. Ça a passé vite. Fort intéressant. On devrait en faire une autre, M. Papineau. Avec plaisir. Comme le livre 1, 2, puis la troisième édition. Donc, je rappelle que M. Yves Papineau est avocat émérite en droit de la copropriété au cabinet LJT. Excusez-moi, c'est JLT ou LJT? LJT. LJT, c'est bien ça. Et il a écrit 2 ouvrages sur les assemblées de copropriétaires. Je vous les remontre à nouveau. Je pense que c'est important que vous puissiez le voir. Alors, ici, son livre, le 2e guide de procédure et de fonctionnement des assemblées des copropriétaires, 2e édition publiée en 2008, disponible à la librairie Wilson et Lafleur. Il en a écrit un premier que j'ai ici, un livre, et il y en a un troisième qui est en route. Maître Papineau, en terminant, pourquoi
3 éditions. Est-ce que c'est parce que ça évolue et que ça change? Je peux vous dire qu'entre le premier et le deuxième, il y a beaucoup de différences. Avec le troisième, il y a des dispositions de la loi qui ont été modifiées. Il y a des nouveaux jugements qui sont sortis. Il y a l'expérience de Maître Gagnon et la mienne au cours d'assemblée de copropriétaires qui nous ont fait voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ouais. Alors, tout ça évolue, donc il faudrait que le livre évolue aussi. Alors, ceux qui ont déjà une deuxième édition, ils sont quand même pas si en retard que ça, là. Non, regardez. Et les principes de base y sont, sauf les nouvelles dispositions de la loi. Mais comme je vous dis, probablement au début du printemps, la 3e édition devrait arriver. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 19h, pour une autre web radio. Ce sera la 27e. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Maître Papineau, merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée, merci. À bientôt, au revoir.